Bonjour, donc, je suis Caroline Lapellerie, associée et directrice générale de Floatframe. Et moi je suis Rémi Elquier, je suis président fondateur de Floatframe. Donc aujourd'hui on va vous parler de risques naturels. Alors inondation en premier parce que c'est notre premier sujet, mais pas seulement. On va aussi parler du manque d'eau, de la sécheresse et de son effet sur le bâti, avec un phénomène dont on entend de plus en plus parler qui s'appelle le RGA, retrait-gonflement des argiles. Donc en fait, c'est quand on construit une maison sur un sol argileux, qu'il sèche, qu'il s'hydrate, et au bout d'un moment, ça bouge, et on a des fissures. Voilà. Vous avez l'air au courant, je ne sais pas si, si vous êtes concerné, j'espère pas, parce que c'est un problème sérieux. Mais voilà, c'est ça le sujet du jour. Alors, quelques indications concernant les inondations en France. Vous avez une carte à l'écran, donc ça représente pas loin d'un bon quart du territoire national. En termes de population, en France, c'est 19 millions d'habitants, 75 millions au niveau européen. Ça représente plus de 10 millions d'emplois en France et des coûts annuels qui, en fait, ne sont plus du tout d'actualité puisqu'on est à plus de 700 millions annuels aujourd'hui. Et bien évidemment, vous avez tous en tête que malheureusement, ces épisodes depuis quelques années s'amplifient et avec depuis 50 ans en tout cas, plus 20% d'épisodes de pluie intense relevés par Météo France. Et au total, ce sont des milliards de fonds publics qui sont engagés depuis 10 ans sur ce qu'on appelle notamment les dispositifs PAPI, les programmes d'action de prévention des inondations sur le territoire national. Voilà, l'évolution des coûts est réelle. Rien que sur l'inondation, c'est plus 38% depuis 30 ans. Et bien évidemment, la couverture par les assurances des sinistres n'est que en moyenne de 40 à 60% grand maximum des coûts. Et donc sur ce deuxième sujet des argiles, donc de la sécheresse et des mouvements de sol et de leur impact sur le bâti, en fait on a des chiffres qui sont encore plus impressionnants. C'est-à-dire que si sur l'inondation on a à peu près 3 millions de maisons en zone inondable, sur la zone argileuse on en a 10. Même les chiffres de cette année donnent 11 millions de bâtiments dans une zone à risque de mouvement d'argile. C'est des catastrophes qui coûtent extrêmement cher. La dernière année très importante, c'était 2022. Enfin, depuis, il y a eu 2023 aussi, mais 2022, rien qu'à elle seule, c'était 3 milliards d'euros. Voilà. Donc, c'est des coûts extrêmement élevés. Et en plus, ce qui est plus préoccupant peut-être sur l'argile que sur l'inondation, c'est-à-dire qu'en inondation, une fois que l'eau est partie, il n'y a pas d'effet retard. Sur l'argile, en fait, il y a un effet cumulatif dans le temps. C'est-à-dire que plus ça sèche, moins ça se réhydrate, et l'année d'après, c'est encore pire. Donc on a un effet cumulatif. C'est-à-dire au fur et à mesure des années, ça devient de pire en pire. Et si vous regardez les mêmes cartes il y a 20 ans, en fait, jusqu'à 2003, il y avait assez peu de risques recensés. Mais depuis 2003, qui est la grande sécheresse qui a tout démarré, en fait, chaque année, ça progresse un peu plus. Voilà, donc il y a un petit effet cumulatif. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est des sujets un peu embêtants. C'est toujours, c'est des catastrophes naturelles. On a plutôt tendance à se dire que. Alors ça, c'est une vidéo que j'adore, parce qu'en fait, vas-y, on relance. Donc, ça a été fait par une université anglaise. J'arrive. Voilà. En fait, on voit un sol argileux en été ici, un sol normal, et à gauche, un sol d'hiver. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que un sol sec, en fait, il est moins perméable. Ce qui veut dire que la sécheresse aggrave l'inondation. Et ça, alors on le voit là sur une expérience entre guillemets scientifique, mais je dirais pas tous les jours, mais vous pouvez le faire chez vous. Si vous avez une éponge que vous laissez à un endroit sécher longtemps, la première fois que vous allez la mettre sous l'eau ne rentre pas. Ça met, dans le cas de l'éponge, ça met quelques secondes, mais dans le cas du sol, ça reste. Voilà. Donc un sol sec va devenir un sol plus inondable. Voilà.
Alors le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est l'enjeu derrière ces risques, deux risques naturels majeurs, qui sont les deux majeurs en termes de sinistres également, et avec une perspective d'ici 2050 à plus 110% du coût des sinistres. On a vu l'amplitude au niveau des populations, et en termes de coûts, on en est aujourd'hui à 1,5 milliard par an. Ce coût du changement climatique, et autant dire qu'à plus 4 degrés, il y a véritablement une question d'assurabilité des biens et du bâti, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Et ça, c'est 1,5 milliard, c'est le coût pour les compagnies d'assurance. C'est sans compter les coûts publics cumulés dont on n'a pas d'ailleurs une approche globale, puisqu'il y a des fonds nationaux, il y a des fonds au niveau des collectivités locales. Et c'est sans compter également ce que ça coûte à chacun, puisque l'ensemble n'est pas complètement, les coûts ne sont pas complètement couverts, ni par les compagnies d'assurance, ni par les financements publics. Donc l'enjeu est massif, et la typologie des acteurs concernés, donc ici très simplement, hein, c'est un état des acteurs qui sont dans des zones à territoire, enfin à risque inondation et également RGA, donc on dénombre pas moins de 500 000 entreprises, des installations critiques. Alors des sites critiques, difficile encore de vous donner une indication, mais globalement c'est des sites qui nécessitent une continuité de service ou une remise en service rapide, donc on peut imaginer derrière ça, pour nous, ce sont des grands comptes qui, par exemple, des sites SNCF, des sites stations d'épuration, ou des groupes télécoms, ou des objets même parfois. Donc chacun de ces grands comptes mène des plans de sauvegarde et identifie ces sites critiques. Donc il y en a de bon nombre, de grandes et de très petites tailles. Du patrimoine historique, il y en a beaucoup, et derrière le patrimoine, on intègre aussi les musées. Beaucoup de musées ont des collections énormes, mais beaucoup également situées en sous-sol. Et puis il y a les particuliers, on le disait, c'est plus de 19 millions de personnes en France, et des particuliers qui croisent en même temps la problématique inondation et la problématique RGA, c'est 3 500 000 Français. Donc il y a des financements et des leviers pour accompagner tout cela, notamment le fonds Barnier, qui vient en appui pour les particuliers à hauteur de 80%, pour des entreprises de moins de 20 salariés à hauteur de 40%, et des collectivités locales, on n'en a pas encore beaucoup rencontré, mais en théorie, mais il y a des leviers de financement public dans plein de dispositifs, mais notamment le fonds Barnier. Voilà, alors les risques aujourd'hui, on le voit tous les jours dans la presse, ce n'est plus seulement une fiction, c'est une réalité. Donc les risques se généralisent, les coûts explosent et l'assurabilité recule. Alors quelques indications par rapport aux entreprises, c'est que 17% des entreprises, des zones d'activité économique se situent aujourd'hui en zone inondable, donc j'indique à chaque fois les sources. Les coûts des inondations, c'est pas seulement les pertes matérielles, c'est aussi les pertes d'exploitation. En moyenne, ce sont des moyennes, et ce qui ne veut pas toujours dire grand-chose, c'est 2 à 6 semaines d'arrêt d'activité en moyenne, selon la DGPR. Ce sont 30 à 80% des pertes non indemnisées, avec un EES, d'après des études récentes de la Caisse des dépôts et consignations, et 40% des entreprises, en moyenne, ne retrouvent jamais leur niveau d'activité. On a 1001 exemples, mais on est toujours par dizaines de millions d'euros de pertes d'exploitation. Enfin, toujours, non, mais en tout cas, on a tellement d'exemples sur ces niveaux de risque. L'amplification d'ici 2050 fait qu'il y aura en plus, encore plus d'entreprises exposées à ces risques. Quant au patrimoine historique, il y a des chiffres pas très publics, mais je cite souvent le musée Cocteau à Menton, qui a été inauguré en 2017, inondé en 2018. Cocteau sont des œuvres papier, 3500 œuvres. Dans le musée Cocteau, il y avait 3500 œuvres, et on sait qu'il y a 3350 de ces œuvres qui ont pris l'eau. Donc autant vous dire qu'on ne sait pas dans quel état ils peuvent être aujourd'hui, mais le musée n'a toujours pas réouvert, et on mesure en tout cas s'il devait y avoir de la restauration, et si tant est qu'on ait pu restaurer l'état du sinistre. Voilà, donc au-delà de la réalité et de l'ampleur du phénomène, la question c'est comment agir pour éviter ces risques naturels. Donc la prévention, prévenir, ça veut dire... Enfin, la prévention, ça veut dire quoi? Ça veut dire prévenir, donc être en alerte, avoir plus d'informations, être plus... prendre conscience, avoir une culture du risque, beaucoup plus qu'on ne l'a eu jusqu'à présent. Et concernant le bâti, c'est protéger les bâtiments.
Il y a eu récemment à Toulouse sont tenues les assises nationales du risque des risques naturels. Donc c'était le 14 octobre dernier et la CCR, qui est l'établissement de réassurance des compagnies d'assurance, indiquait, voilà, à titre indicatif, qu'un euro investi aujourd'hui dans la prévention, c'est 7 euros de sinistres évités. Nous-mêmes, on considère que ça peut être bien plus que ça, avec des solutions dont on peut amplifier encore l'impact. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est encore au début de cette prévention, parce que justement, on n'a pas complètement et véritablement encore, ni pour les entreprises, ni chez les particuliers, ni à aucun niveau, trop pris en compte encore, intégrer cette culture du risque. Les solutions. Alors, vas-y. Tu me laisses parler un peu? Ouais, je te laisse. Donc, il existe fort heureusement des solutions de protection. Elles sont assez nombreuses. Elles sont aussi historiques. Hein. Les crues, c'est pas nouveau. Elles ont même été utiles par le passé. Hein, dans le bassin du Nil en Égypte, c'est ça qui a rendu les côtes aussi fertiles et qui a permis à toute la population de manger. Donc en fait, voilà, les solutions, elles sont multiples. Vous les avez en photo en bas. En général, elles sont toujours sur le même concept. Elles consistent à faire barrière. Voilà. On va avoir une barrière plastique, métallique, éventuellement plus basique avec le sac de sable. Hein. Mais le principe, c'est de faire barrière. Et de ce point de vue-là, tout ce qui existe là existait déjà sous une autre forme il y a très longtemps. Voilà. Évidemment, où je veux en venir, c'est que nous, chez Floodframe, on a mis au point quelque chose qui est un peu différent de ce qui existait. C'est un dispositif qui est caché dans le sol, enfin vous le verrez après, je ne vais pas dévoiler, mais l'ensemble des solutions qui sont là existent depuis des siècles, voire des millénaires. Voilà. Et en termes de sémantique, simplement de vous dire qu'en fait il existe deux types de solutions. Il y a celles qui interviennent sur l'espace public, qui sont souvent des infrastructures qui sont nécessaires, les deux sont complémentaires, des aménagements ou des infrastructures, comme des bassins de rétention, des digues ou autres, et ce qu'on appelle des protections individuelles de bâtiments. Et c'est en ça qu'effectivement, il y a à chacun des acteurs, des solutions et des actions pouvant être menées. Et ce qui est paradoxal dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est que je pourrais vous dire que ce micro me protège contre l'inondation. Pourtant, il ne le fait pas. Mais ma foi, comme personne n'est normalisé, en fait, on ne peut pas me contredire. Voilà. Donc là où je veux en venir, c'est que c'est un secteur qui coûte quand même assez cher chaque année. Et paradoxalement, jusqu'à présent, il n'y avait pas de normes en Europe. Je ne parle pas seulement de la France, mais dans toute l'Europe. Voilà. Donc c'est ce qui est en train d'être créé par l'ensemble de l'industrie, nous comme nos collègues, hein, plus les agences et autorités. Et donc prochainement, la première version sortira en 2026. On va pouvoir disposer d'une norme qui explique face à tel ou tel type d'inondation, on va pouvoir se protéger avec tel ou tel type de protection. Voilà. Ce qui existe déjà sur des tas d'autres risques, le vol, l'incendie. On a des dispositifs de protection qui sont normalisés, avec un domaine d'usage, avec des précautions, etc. Ce qui n'est pas le cas dans l'inondation. Voilà. C'est assez paradoxal, mais bon, ce paradoxe va être résolu. Donc je vous parlais de l'inondation, de l'innovation qu'on a portée. Parfois on aime bien la résumer à airbag. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'elle se cache dans le sol. Voilà. C'est un flotteur qui est dissimulé autour de ce qu'il protège, dans le sol. C'est comme une bouée, comme la bouée des enfants à la plage, pareil. Quand on la met sous l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Elle remonte, ben là c'est pareil. On a un flotteur qui lui est enterré dans le sol. Quand l'eau arrive, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle inonde le caniveau dans lequel il est caché. Le flotteur sort tout seul. Et autour du flotteur, on a enroulé un textile étanche, un textile un peu spécial. C'est pas juste... mais c'est un textile un peu spécial, mis au point avec notre partenaire Dupont. Donc vous allez le voir sur la vidéo. Voilà, il sort de son caniveau. Il n'y a pas d'intelligence artificielle ici, hein, tout est réel. Voilà. Et donc l'eau le pousse vers le bâtiment, et à la fin, en fait, il vient s'interposer entre l'eau et le bâti.
comme on le voit là. Voilà. Un peu comme le liner à la piscine, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc il vient faire barrière totale, et en fait on isole totalement le bâtiment de l'eau. On a fait une enveloppe. Voilà. Et une fois que l'eau est partie, on l'enroule, on le remet dans son logement, et il est à nouveau opérationnel. Voilà. Et alors donc son principal avantage, c'est qu'il est automatique. C'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un ou pas, ça fonctionne. Alors que l'ensemble des autres dispositifs du marché, eux, il faut qu'il y ait des gens qui interviennent. Voilà. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent mettre en place des protections. Donc c'est pas toujours possible, c'est pas toujours faisable. Et là, on a un système entièrement automatique. Donc d'où l'idée de l'airbag, sauf qu'il n'y a pas de capteur. Voilà, c'est vraiment la force de l'eau qui fait toute seule le déploiement du dispositif. Alors, ce projet qui porte un nom abominable qui s'appelle PIRGA, en fait, il traite le sujet RGA, donc retrait gonflement des argiles. Voilà, une maison où il y a eu un problème d'argile, ça fait ça. C'est-à-dire que ça peut faire des fissures où on passe une main. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en sous-sol, en fait, sous la construction, on a un sol argileux. Ça concerne à peu près la moitié du territoire français. Hein. La moitié du territoire français est construit sur un sol argileux, c'est assez normal. Et donc, on va utiliser cette membrane pour faire une isolation du sol pour éviter la variation d'humidité. En fait, le problème, c'est que l'argile est un matériau qui gonfle et se rétracte. On le voit souvent sur les sols secs, il y a des fissures, hein, par exemple. C'est des sols argileux qui se sont rétractés, donc ça fait des fissures assez grosses. Hein. Et si on bloque la variation d'humidité, on bloque les mouvements de l'argile. Voilà. C'est ça le concept derrière le dispositif PIRGA. Et donc ce projet est fait en partenariat avec un assureur, Allianz, et sur le financement de l'Agence nationale de l'environnement, l'ADEME. Voilà. Et le but, donc là vous voyez en bas à gauche, on a déployé le premier prototype pas très loin d'ici, là, à 15 km d'ici. Il est déployé depuis le mois d'août. Voilà. Et il est sous surveillance avec des capteurs pour montrer que ça marche bien. Et l'avantage de ce dispositif, par rapport à ce qui existe aussi comme solution, c'est qu'on va travailler sur la périphérie de la maison. Donc on ne met plus les gens dehors, parce que quand les fissures sont là, on intervient sur les fondations, on fait sortir les gens de chez eux pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est arrivé. Et l'autre solution qu'on appelle les injections de résine, c'est en fait on met dans le sol des produits le moins polluants possible, mais enfin on les injecte quand même sous pression pour les mélanger à l'argile, et c'est pas forcément une solution maîtrisée du point de vue de la pollution de l'environnement. Voilà. Alors que nous, on va faire quoi? On va poser une membrane tout autour, et le problème est résolu. Enfin, c'est ce qu'on espère. Voilà. Alors, ça, c'est les illustrations de réalisation. Celui-là, il est pas mal parce que c'est très près d'ici, c'est au centre-ville de Toulouse. C'est le principal site télécom d'un grand groupe qui s'appelle Bouygues, d'ailleurs. Tout le trafic de vos téléphones mobiles passe là. Il était en zone d'inondation urbaine et on l'a protégé, c'était il y a 3 ans. Voilà. Et à droite, c'est un bâtiment très particulier qui s'appelle la maison Henri IV, qui est en Normandie, qui est en bord du port de Saint-Valery en Caux. Et lors des grandes marées, en fait, il est inondé, donc 6, 8 à 10 fois par an. Comme c'est un bâtiment fait en colombage, donc avec du bois en façade et en chaux, ben en fait à chaque fois il y a un peu du bâtiment qui part. Voilà. Et il devient extrêmement fragile, donc on a expérimenté il y a 1 an une protection, là on le voit en photo, là, vous le trouverez sur YouTube, si vous tapez Saint-Valery, maison Henri IV, Floodframe, vous verrez la vidéo, avec la réaction du dispositif face à la mer. Voilà. Et donc le projet aujourd'hui est en cours de réalisation, donc ce sera un aménagement sur l'espace public. Après la démonstration, on est en train d'avancer avec la communauté de communes et la ville sur le déploiement de la solution pour protéger et la maison Henri IV et des maisons attenantes. Alors dans les solutions, donc vous avez compris que Floodframe, dans sa solution, permettait en plus de régler les 2 sujets en un même déploiement.
Autre information en termes de levier, c'est que c'est important d'accélérer sur ces sujets, ces solutions. Or aujourd'hui, on a compris, il n'y a pas de normes, il y a encore une culture du risque qui est à accélérer et à développer. Et donc on a fait, c'est pas le pari, mais en tout cas on a considéré comme utile de créer un centre d'essai, et c'est le seul en France et en Europe. Donc il est situé à Baziège, hein, à côté de Toulouse. Et ce centre d'essai est un centre d'essai qui pour nous a plusieurs vocations. Donc c'est vraiment d'animer une communauté inondation publique et privée pour accélérer la prise de conscience, accélérer la prévention, accélérer l'innovation et accélérer les tests grandeur nature. Donc on simule des inondations dans un bassin, et vous allez voir qu'il a bien évolué depuis cette photo que vous avez à l'écran. Et en tout cas, autour de cette communauté, on y retrouve nos partenaires, notamment le groupe Alliance, mais toutes les compagnies d'assurance viennent sur le centre d'essai pour tester toutes les solutions. Elles ont dit, tiens, on a identifié un nouveau fournisseur, hop, on fait tester le bâtard d'eau, et elles ont à l'épreuve des faits et visualisent effectivement les solutions avec des débits et des inondations différentes en fonction de la demande. Donc en tout cas ce centre on l'anime et on y fait venir nos partenaires, donc vous avez compris, l'ADEME, la FPCNT qui est l'Association française de protection contre les risques naturels et technologiques. Et donc c'est pour nous non seulement un lieu de showroom pour nous, mais également pour nous, mais aussi pour nous, les autres fournisseurs et donc nos concurrents. Et nous avons inauguré là, fin octobre la V2 de ce centre d'essai, donc avec de nouveaux bancs de tests où on a permis, en fait ce centre, vous le voyez à droite, il y a plusieurs compartiments en fait dans ce bassin qui nous permettent de tester différentes typologies d'autres fournisseurs, notamment ce qu'on appelle les fameux bâtards d'eau. Et puis ça nous permet bien évidemment nous de tester notre solution dans différentes configurations. Et vous le voyez en haut à droite, une configuration où quand il n'y a pas la continuité d'un mur, on peut y ajouter des potelets amovibles. Et là, vous avez un exemple, hein, un visuel de ce que cela peut donner quand on vient s'adosser à des poteaux. Là, on a un peu plus d'1 mètre de hauteur et vous voyez que la membrane fait le travail comme d'une piscine inversée. Voilà, donc ce centre de test est pour nous et pour vous, d'ailleurs, c'est une information qu'on vous communique. Hein. Vous pouvez nous consulter, venir aller sur le site internet et souhaiter venir voir une démo. On fait ça assez régulièrement. On a un espace d'accueil qui nous permet aussi de faire de la formation avec des acteurs. Alors, ça peut être demain le CNPP, mais on a également le CEREMA qui est venu récemment. On essaye d'agréger cette communauté publique-privée pour faire en sorte qu'on aille plus vite et plus loin sur la sensibilisation et l'innovation sur ce risque inondation. Et RGA, puisque sous la dalle de cette petite guinguette apparente, là, le bleu, il y a une fameuse dalle qui a été, avec notre dispositif, équipée pour tester aussi les évolutions sur le RGA. Et c'est un point important, c'est qu'on a voulu qu'il soit possible de voir ce qu'est une inondation. Moi, j'ai toujours été frappé depuis que j'ai créé la société qu'il y a assez peu de vidéos de comment ça se passe avec une vraie protection. Là, on le voit en fait. On peut même descendre dans le bassin pour les mettre en place. Enfin, et c'est pas très loin d'ici. On a un scénario où l'eau monte très vite. On se rend compte de ce que c'est pour de vrai. Voilà. Et donc ça c'est la partie bassin en gris là sur la photo, et puis derrière effectivement il y a la partie RGA. Alors elle est moins visible parce que la sécheresse c'est un phénomène lent, voilà, qui se passe plutôt en souterrain, mais enfin on comprend bien comment on va se mettre à protéger des bâtiments contre la sécheresse, voilà. Voilà, et pour finir notre propos avant d'échanger avec vous, une petite info sur notre actualité concernant Floodframe. Donc on est une entreprise avec une solution innovante, brevetée mondialement. On est en plein développement commercial, donc il y a beaucoup à faire évidemment, et on a notamment une amplification on est en plein changement d'échelle, et notamment dans notre actualité, vous avez peut-être pu voir sur le territoire national une campagne JC Deco, une campagne de notoriété qu'on a gagnée dans le cadre d'un concours national sur les territoires, on a ciblé les territoires à risque inondation. Donc voilà,
notre maison ne sait pas nager, donc offrez-lui un float frame. Et puis par ailleurs, donc cette actualité de l'ouverture de ces nouveaux bancs de test sur notre centre d'essai. Et on avance également, sans doute prochainement, sur une communication plus large sur le sujet du RGA avec une première mondiale. Oui, parce qu'en fait, il n'existe pas ailleurs dans le monde un produit qui protège à la fois contre l'inondation et le RGA. Donc, si on y arrive, on fera la première mondiale ici, en Occitanie, et on est content, parce qu'on est de Toulouse. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, à vous manifester, d'abord à poser des questions là, pour l'heure, et en tout cas à nous rejoindre pour agir et accélérer face à ces risques naturels. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? De quelque ordre que ce soit. Bonjour à tous. Alors ma question est la suivante. Est-ce que ce nouveau dispositif est applicable dans les DOM par exemple, sur une île, exposée aux intempéries, aux cyclones, etc., où il y a de la sécheresse aussi et voilà quoi. Voilà, là est ma question. Alors, la réponse est oui. On avait même fait une étude pour un village de vacances, alors plutôt dans l'Asie du Sud-Est, mais il demandait de résister à des conditions de vent qui étaient un peu hors normes en fait. Même le bâti ne résistait pas parce que c'est pas des mobil-homes, mais c'était des constructions en bois. En fait, il faut comprendre que le float frame, il est solide si la maison est solide. Si la maison est emportée, en fait, nous, on peut rien y faire, quoi. Donc, tant que le bâti résiste, ça va. Mais s'il résiste pas, on ne pourra pas y faire grand-chose. Voilà. Donc ça peut dépendre un peu aussi des fondations de l'ouvrage qui est protégé par votre dispositif alors. Absolument, absolument. Mais en principe, oui. La réponse est bien sûr qu'on peut aller à peu près n'importe où. Voilà. Ben, parce que nous, en fin de compte, on vient d'arriver, on a pris la chose en cours, on n'a pas bien... Enfin, moi, personnellement, j'ai compris à peu près le principe, mais bon... Ah oui, oui, vous avez, la première partie, vous étiez... Ok. On n'était pas encore arrivé. Donc en fait, voilà, ça c'est Donc le float frame, c'est une solution de protection au départ contre l'inondation. Son principe, c'est de faire le tour de ce que ça protège dans on appelle ça un caniveau, enfin c'est une tranchée, il faut imaginer un peu comme l'évacuation des eaux de pluie, hein, ça fait 30 par 30 à peu près. Mais est-ce que ça se préinstalle ou ça s'installe? Ça s'installe. Ça s'installe. Donc sur du bâti existant, ça se installe après. Voilà. Et sur un bâti neuf, pendant. Il n'y a pas ce système de préinstallation où on pourrait gagner du temps au cas de mauvais temps de dernière minute? Ah si, c'est installé en permanence. C'est-à-dire à partir du moment où il est installé, il est actif en permanence. Voilà. D'accord, donc en cas de changement climatique soudain, on peut l'activer rapidement, quoi. Et, en fait, il fonctionne tout le temps, tout seul. On n'a rien besoin d'activer. Okay. C'est comme je disais, parfois on le compare à l'airbag parce qu'il est caché et il sort tout seul. Sauf qu'en plus là, on n'a pas il n'y a pas de capteur. C'est l'eau qui le fait sortir. C'est un flotteur, donc quand l'eau arrive, le flotteur, qu'est-ce qu'il fait? Il flotte. Voilà. Ah ben voilà, donc il sort tout seul. Il flotte, la membrane se déroule et ça isole complètement, voilà, le bâti de l'eau. D'accord, il y a une hauteur particulière, 60, 80, 1 mètre, ça dépend du choix du matériel qu'on choisit? Ça va dépendre du scénario d'inondation locale. Voilà. La plupart du temps, on a ce qu'on appelle des côtes, les plus hautes eaux connues. Après, il faut rentrer dans le... Et on s'adapte à ce qui est la hauteur d'eau attendue. Voilà. Et pour nous, c'est qu'on fasse 50 ou 60 cm ou 70, c'est pareil. Donc on se base un peu sur des données connues d'inondation au niveau... Absolument. On a la chance d'avoir une connaissance assez poussée
en France sur la plupart du territoire métropolitain et d'outre-mer des niveaux d'eau possibles. Voilà. Et donc à peu près dans n'importe quel endroit du territoire français étendu, hein, on sait dire ici la hauteur d'eau attendue c'est tant de centimètres. Voilà. Ok. Merci. Vous vouliez poser une question? Non? Ah, pardon. J'aime pas trop les micros, mais... sur le retrait et gonflement d'argile, du coup, ce qu'on va essayer d'éviter là, c'est, on va dire, la stagnation de l'eau, etc. Un peu comme un drain autour de la maison. Mais en gros, comment est-ce qu'on stabilise en fait l'eau, vraiment, enfin le pourcentage d'eau sous la maison et qu'on évite vraiment la sécheresse extrême, quoi, sous la dalle. En fait, on le voit, je sais pas si j'ai mis le dessin là sur celle d'après, mais enfin si tu as mis le dessin, voilà. En fait, vous l'avez là. La membrane que vous avez vue sur la vidéo d'avant, c'est celle qui s'occupe du hors-sol. C'est la membrane blanche qui sort du sol et qui est en surface. En fait, il y a une deuxième membrane là qui est en bleu, qui elle va s'occuper de tout ce qui est souterrain. Et donc, on a et celle-là, par contre, elle est étanche dans les deux sens. C'est-à-dire, elle empêche les infiltrations d'eau comme ça, et elle empêche l'évaporation. Donc en fait, on a le principe dans les argiles, c'est de garder l'humidité constante à l'intérieur de la zone là. Et du coup, en fait, la plupart des interventions à l'heure actuelle ne s'attaquent qu'aux symptômes. Hein. On va réparer les murs, on va injecter des produits pour que ça bouge moins. C'est un peu comme quand on a une maladie, on s'attaque à la fièvre. Mais nous, on s'attaque à la source. C'est-à-dire que là, avec ça, on bloque la variation d'humidité. Donc il n'y a plus de mouvement d'argile, il n'y a plus de mouvement de maison. Voilà. On s'est vraiment attaqué au problème à la source. On l'a enlevé à la source. En bloquant la variation dans les deux sens, l'apport d'eau ou l'évaporation pendant les phases de sécheresse. Et donc là, ça veut dire qu'on fait le même système, on a tout autour de la maison. Et là, je vois un espace entre la maison et la membrane quand même. Ça veut dire qu'au-dessus, on est complètement étanche aussi. Absolument. Okay. Alors en fait, on ne le représente pas encore parce que c'est un projet en cours et il y a un brevet qui va être déposé. Donc en fait, c'est pas les vraies images. Hein. On les Je suis désolé de le dire, mais on triche sur les images parce qu'on protège le futur brevet. Mais effectivement, tout devient étanche et dans les deux sens. En général, c'est sur à peu près 1,20 m comme ça et à peu près 80 comme ça. En fait, l'idée, c'est d'arriver à la hauteur. Alors d'ailleurs, là aussi, c'est faux. On a vraiment tout truqué. Normalement, on arrive à peu près à la hauteur de la semelle de fondation. Là. Voilà. Donc dans la plupart des cas, c'est 80, voire même un peu moins. Hein. Ça peut être 60. Sauf s'il y a un sous-sol, bien sûr. Là, on descend beaucoup plus bas. Eh bien, merci à vous. Bonne continuation. Merci.